Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui vise à démontrer que l'humanité dans son ensemble évolue vers son ultime perfection, en construisant le savoir, l'état de perfection de l'humanité, pour l'humanité future en somme. Alors, ça prendra encore quelques siècles d'évolution, mais on travaille depuis que l'origine de l'humanité, on travaille sans le savoir, en l'ignorant, de façon inconsciente, à cette finalité. Voilà. Alors, pour démontrer cette théorie, je m'appuie de temps en temps, je prends prétexte sur des vidéos ou des audios que j'écoute sur France Culture. Et là, depuis un bon moment, je travaille sur une série consacrée à François Châtelet sur l'histoire de la raison, la montée progressive de la raison dans l'humanité. Et là, on est arrivé à l'épisode 14 sur 20, il y en a 20. Et c'est la raison et l'histoire avec Hegel. Et donc, c'est le moment où Hegel, Kant, un peu avant lui, commence à penser que à travers le progrès, que l'humanité est en progrès, que l'homme peut changer, que l'homme évolue. Et donc, voilà. Alors, il n'y avait pas une finalité à cette époque-là, parce qu'il ne pouvait pas réellement imaginer une finalité, comme aujourd'hui, moi je peux le faire simplement parce que je suis à un autre moment de l'histoire. Dans ce moment de l'histoire, il y a l'ONU qui a été imaginée, qui est en place, donc l'Organisation des Nations Unies, la possibilité de s'universaliser, l'Organisation mondiale du commerce, de la santé, du travail, enfin, on a construit toutes les structures pour fonctionner universellement. On voit qu'on peut commencer à passer sur un autre modèle plutôt que le modèle nationaliste qui pose encore qui est encore à l'origine de l'évolution par la violence, qui est un type d'évolution aussi, par la guerre, par la destruction. Mais on voit qu'on peut dépasser cet état-là. Et évidemment, ça prendra quelques siècles, ça prendra quelques temps pour passer à un système universel. Mais on commence à voir que c'est possible. À l'époque de Hegel, à l'époque de Kant, c'était pas encore décelable. Sinon, il l'aurait décelé immédiatement, parce que c'est des génies, il faut pas se leurrer. C'était des pointures de l'autre monde. Donc, je lance cet audio, c'est la 3e ou la 4e partie, et je commente éventuellement, je digresse. Hegel, lorsqu'il était tout jeune, écrivait dans ses papiers personnels « Penser la vie, voilà la tâche ». Penser la vie. Eh bien, voilà. Pour lui, essentiellement, la vie, c'est l'histoire de l'humanité. Tel est donc le premier élément. C'est l'histoire de l'humanité. Donc, c'est là où naît la philosophie de l'histoire. Donc, il y a une histoire. S'il y a une histoire, il y a un développement. Ça veut dire qu'il y a un début et une finalité. Et c'est ça qui est fondamental. De la réflexion hegelienne. Il y en a un second. La philosophie de Kant, dans son aspect théorique, la philosophie de Kant comme théorie de la connaissance, a eu un étrange effet. Elle a provoqué, en quelque sorte, une stérilisation de la pensée allemande. Est-ce l'ampleur même de cette philosophie? Est-ce sa rigueur? Toujours est-il que, après la mort de Kant, le kantisme et plus généralement la pensée critique apparaît comme une espèce d'obstacle au développement de la réflexion. Ça arrive. Voilà, c'est un petit peu comme
dans la peinture, après certains innovateurs, c'est très difficile de passer au-delà. Ben, c'est le cas, par exemple, de Marcel Duchamp. Quand il pose cet urinoir comme une sculpture et comme une œuvre d'art, ben, derrière, c'est compliqué pour aller au-delà de ça. Donc, ça bloque à un certain moment. Mais parce que c'est des avant-gardistes, en somme. Et Kant, c'était en quelque sorte un avant-gardiste. Du coup, contre cette pensée qui devient très rapidement une pensée d'école, se dresse un certain nombre de jeunes intellectuels qui protestent contre l'extrême rigueur de la pensée critique. Cela correspond d'ailleurs à un mouvement même de l'époque. C'est-à-dire que ce qu'il critique, à mon sens, c'est le manque de vision de la complexité de Kant, qui est un moraliste. Et quand on est un moraliste, on ne peut pas tenir compte de la complexité, parce que le bien et le mal construisent la perfection, par exemple. Et on est obligé de tenir compte de ça. Bien sûr qu'il faut choisir le bien et plutôt que le mal et combattre le mal. Mais il faut comprendre que le mal est une des composantes de l'évolution de l'humanité. Par exemple, c'est le principe de la complexité qu'on a appelé le romantisme. Que saura prendre Hegel en faisant par exemple la théorie du maître et de l'esclave, en montrant que l'esclave est supérieur au maître, etc. Donc ça, c'est une vraie vision d'aller dans la complexité. Et là, on sort de la morale, on sort pour aller dans une sorte de réalité vraiment profonde, quoi. Le romantisme avait été en Allemagne préparé par cet admirable mouvement qu'on a coutume de désigner sous l'expression Sturm und Drang, tempête et remuement, tempête et émotion. Le romantisme allemand se développe, il se développe dans une perspective philosophique, si bien qu'à l'époque où le jeune Hegel travaille, et je rappelle que c'est une période diablement agitée, il y a la Révolution française qui a secoué très profondément les esprits, et puis il y a eu Napoléon Bonaparte qui s'est fait empereur et qui a envahi l'Europe. Dans cette optique-là se constitue une forme de pensée avide de concret, avide de réalité. Et Hegel se trouve donc dans un conflit qui oppose une pensée kantienne qui est de plus en plus, qui est interprétée d'une manière de plus en plus sèche, qui accentue l'aspect critique de cette pensée, et une pensée romantique qui, je reprends ici la terminologie de Hegel dans la phénoménologie de l'esprit, qui vous délivre l'absolu comme on donne un coup de pistolet dans le cœur. Ce livre présente le devenir de la science en général ou du savoir. Le savoir, comme il est d'abord, ou l'esprit immédiat, est ce qui est dépourvu de l'activité spirituelle, la conscience sensible. Pour parvenir au savoir mais alors, ce qui est étonnant, proprement dit, ou pour engendrer l'élément de la science, qui est pour la science son pur concept, ce savoir doit parcourir péniblement un long chemin. Ce devenir, tel qu'il se présentera dans son contenu, avec les figures qui se montreront en lui, ne sera pas ce qu'on imagine tout d'abord sous le titre d'introduction de la conscience non scientifique dans la science. Il sera autre chose aussi que l'établissement des fondations de la science, et bien autre chose que cet enthousiasme qui, comme un coup de pistolet, commence immédiatement avec le savoir absolu et se débarrasse des positions différentes en déclarant qu'il n'en veut rien savoir. Ce sont de jeunes prophètes. Là, c'est là où Kant, bon, j'ai rien compris à ce qui a été dit.
C'est de l'art à quel point c'est costaud comme pensée. Mais quand il dit que le savoir absolu, c'est le savoir immédiat. Mais si on est dans l'immédiat, c'est l'extase. Le savoir immédiat, c'est l'extase. Le savoir immédiat qui ne peut pas faire référence au passé ni au futur, donc qui est dans l'immédiat. Quand on est dans l'immédiat absolu, on est en état d'extase. L'extase, c'est être dans le savoir immédiat, absolu. Et là, c'est le savoir absolu, effectivement, parce que mais c'est pas un savoir intellectuel. Dans l'état d'extase, on n'est qu'en contemplation. On voit les choses, on ressent les choses. Le cerveau n'anticipe pas. Il dit pas dans 1 heure je dois aller faire ça, je dois faire. Il peut pas faire ça. Il peut pas faire référence au passé. Il est posé dans l'immédiat et à ce moment-là, c'est la connaissance absolue. C'est la vérité totale. Sauf que c'est une vérité c'est l'organe, le corps, c'est l'incarnation qui ressent cette vérité. C'est pas l'intellect. L'intellect est vide. Dans cet état-là, comme il n'y a plus la prospective, toute la partie par exemple là, dans l'état de conscience ordinaire dans lequel je suis, il y a plein de choses qui sont dans ma tête. Je travaille là, mais je sais que je vois l'heure, je sais à peu près l'heure qu'il est, je sais qu'il va falloir que je fasse mon repas, je sais que demain j'ai des choses à faire, j'ai des rendez-vous, j'ai tout un tas de choses comme ça qui parasitent cette chose-là. Dans cet état d'esprit, il y a aussi tout ce qui vient, tout ce que j'ai mis sous la conscience, dans mon inconscient, qui est lié à mon enfance, etc., à tout ce que j'ai vécu, à tout un tas de choses, à mon passé, et qui est là, et qui occupe une partie de mon cerveau. Ces 2 parties sont parties. Et donc, il reste plus que le vide. Donc, la contemplation. L'état de contemplation. Le cerveau est vide, il est occupé par autre chose, et occupé par le divin en réalité. Mais dans cet état-là, je suis au contact de la réalité la plus profonde. Et c'est l'état d'extase. Et là, c'est la vérité. Mais c'est pas de ça dont il parlait. Sont avides d'exhiber l'être, Dieu ou l'âme, qui retourne en quelque sorte à cela que Kant critiquait. D'une certaine manière, l'hégalianisme, et il est bien clair que là encore je schématise outrageusement, qui retourne à l'âme, j'ai pas compris. Peut être une synthèse dépassante des 2 à des positions différentes en déclarant que la critique kantienne, d'une certaine manière, est indépassable, mais que d'une autre manière, la revendication de cette jeune pensée qui recherche l'absolu est tout à fait légitime. Et qu'il y a un besoin de concret qui s'inscrit dans cette revendication qu'on ne saurait en aucune manière éluder. Donc ça, c'est 2 choses. Le concret, l'idée du concret, je comprends maintenant pourquoi il y a le musée d'art concret à Montsartou. Et que c'est que de l'esprit, c'est que du spirituel en gros, d'une certaine façon. Donc là, ce concret, c'est du spirituel dont il parle. Et c'est pour ça qu'il parle d'absolu. Pourquoi il cherche l'absolu? L'absolu, c'est le divin, c'est l'extase, c'est ce qui n'a plus de variations, plus de choses comme ça. Donc Hegel sort de Kant qui voulait que du matériel, que rester sur le matériel, sur ne pas aller spéculer, ne pas aller chercher le divin, l'absolu, etc. Tout ça, pour lui, c'était pas possible de l'atteindre parce que c'est de la métaphysique et on ne peut rien prouver. Lui, il voulait juste qu'on travaille sur le prouvé, sur ce qui se démontre, sur le scientifique en somme. Et Hegel ramène
le spirituel dans la pensée. C'est sans doute là encore une autre intuition fondamentale de Hegel lorsqu'il commence à élaborer son système dans les premières années du XIXe siècle. Il voudrait pouvoir achever la métaphysique. Kant a dit qu'il n'y avait pas de savoir absolu. Hegel répond Si. il faut bien qu'il y ait du savoir absolu, puisque les hommes le réclament. Il a absolument raison, parce que si on pouvait se contenter du matérialisme, si on pouvait se contenter de vivre sans spiritualité, le monde serait passé du côté du matériel, puisqu'on y est à fond. Mais on voit bien que c'est impossible à vivre, c'est invivable. Même les gros matérialistes, ils finissent par revenir, quand c'est l'heure de mourir, ils reviennent du côté du spirituel. Et que ça soit même Sartre, par exemple, voilà l'emblématique Sartre, les derniers moments de son existence, il va réfléchir à ce que c'est, il va s'intéresser au judaïsme avec Benny Lévy, et il va chercher à comprendre ce qui se passe là derrière. Parce que c'est impossible de faire abstraction de ça. Bref, Hegel décide de repenser dans son ensemble l'immense production de la pensée métaphysique, replacée dans l'histoire des peuples, afin d'achever cette métaphysique, c'est-à-dire de la réaliser. Hegel, en même temps qu'il se donne pour tâche il y parvient. de penser la vie, se donne aussi pour mission de réconcilier l'absolu et le savoir. Et il a absolument raison, il a réussi. Il a confiance dans la philosophie et il pense que le temps, ce temps de remuement, ce temps de conflit, ce temps de drame, que ce temps-là est propice à l'élaboration d'une pensée dépassante, d'une pensée englobante qui pourrait reprendre tout l'acquis de la métaphysique occidentale pour la porter à un plus haut niveau. Bien sûr, il peut même prendre la philosophie orientale, ça rentre complètement dedans. C'est la métaphysique, la spiritualité en fait, la pensée spirituelle, la théologie qui est la philosophie déiste, ou qui peut penser Dieu, qui n'en fait pas abstraction. Et c'est clair qu'il est réuni. Et c'est clair que ce qu'il veut, c'est montrer qu'il n'y a pas d'antagonisme en réalité dans la vie. Et ça, la mécanique universelle, ce travail que je réalise, cherche à chercher et à essayer de l'éclairer encore plus profondément, peut-être, qu'il n'y a pas d'antagonisme, que c'est le travail conjoint du délinquant et de celui qui fabrique les lois qui fait que le code pénal est devenu ce qu'il est devenu, que c'est le travail conjoint du patient de Freud, de celui qui a une pathologie, et de Freud qui font que ça devient une œuvre d'art. Mais c'est le travail conjoint des deux, du malade et du psychologue. C'est le travail conjoint de Claude Lévi-Strauss et de ce qu'il va analyser en Amazonie. C'est le travail conjoint des deux qui fait qu'on comprend quelque chose. C'est le travail conjoint de ceux qui nous ont précédés, qui ont découvert la roue, qui ont amélioré enfin voilà, tous ceux qui sont passés, c'est grâce à tous ceux qui sont passés, des êtres humains, que nous sommes ce que nous sommes. Et ça sera grâce à tout ce que nous sommes que ceux qui vont venir après pourront être, etc. Donc c'est englobant, c'est quelque chose qui est inclusif.
c'est une philosophie totalement inclusive et non pas exclusive. L'ambition de Hegel est exorbitante et, disons-le très franchement, d'une certaine manière, ce qui est surprenant, c'est que Hegel ait réussi dans son entreprise. Absolument. Voilà une entreprise si grandiose qu'elle exige le dépassement de la manière dont les métaphysiciens posaient leur problème essentiel, le problème de la vérité. Selon la métaphysique classique, par ce terme, j'entends la métaphysique d'école, celle que l'on peut tirer en simplifiant les choses, aussi bien de l'enseignement de Platon et d'Aristote que de celui de saint Thomas ou de Descartes. La question de la vérité est la question de la coïncidence entre la pensée et son objet. Alors, malheureusement, ça, je l'ai déjà fait. J'ai déjà travaillé sur des vidéos antérieures. On va rester là. Je vais juste proposer pour cette dernière vidéo sur la raison et l'histoire de Hegel. L'épisode, ça c'est l'épisode 14. L'épisode 15, je passerai sur l'épisode 15. L'épisode 15, c'est toujours Hegel. Mais la vérité, c'est fondamental, cette recherche de la vérité. Mais je vous renvoie à l'écoute de ces vidéos antérieures. Je ne sais plus quel numéro c'est, parce que j'en fais trop des vidéos, mais j'ai déjà traité de ce sujet. La vérité absolue, on ne peut l'atteindre que par l'extase, que par cet état de fusion avec le divin. Dans cet état d'extase, de nirvana, d'éveil, peu importe comment on appelle, ataraxie, bhakti, peu importe comment on appelle cet état-là de conscience qui est complètement différent de l'état de conscience ordinaire. Là, je suis dans un état de conscience ordinaire. Ma vie, mon esprit fonctionne comme 99,99 millions de 99 d'êtres humains. On est dans la vie normale, notre cerveau est en état de conscience ordinaire. Et parfois, accidentellement, on va tomber en état d'extase. Ça a été mon cas pendant une semaine. Mais ça peut être le cas ça arrive à de nombreuses personnes en réalité. On a l'impression que l'extase, c'est quelque chose de... Mais non, il y a beaucoup de gens qui font cette expérience. Et quand j'en ai parlé sur mon site, Mécanique universelle, j'ai souvent eu des gens qui m'ont dit « mais j'ai vécu quelque chose comme ça, j'ai vécu une expérience de cet ordre-là ». Donc cet état-là, c'est un état qui permet de comprendre le monde charnellement, pas intellectuellement. Et la vérité absolue, c'est que ça. Les autres vérités, la conscience ordinaire les comprend. La vérité mathématique, 1 plus 1, ça fait 2. Toutes ces vérités qu'on a construites, c'est autre chose. Dans l'état ordinaire, on peut y accéder. Et on peut les développer, etc. Mais la vérité absolue, il n'y a qu'à travers l'extase qu'on l'expérimente. Et c'est une sensation. Ce n'est pas une intellectualisation de la chose. Voilà. Et je pense que Hegel est arrivé à cette conclusion d'une certaine façon. Je ne connais pas son œuvre à Hegel. Je la connais qu'à travers ceux qui en parlent, comme ça, ces émissions qui peuvent vulgariser son travail. Mais je suis persuadé, c'est intuitif, mais je sais qu'il a raison dans ce sens-là. Et qu'il a réussi à rajouter la métaphysique au travail de Kant. Et donc, le travail de Kant a été fondamental pour Hegel, parce qu'en fait, les générations évoluent comme ça. C'est comme si on tue le père, en gros. Il y a le père qui dit, voilà, Hegel, Kant, c'est le père. Il dit, on ne peut pas atteindre
le savoir absolu, on ne peut pas atteindre la vérité, elle est que matérielle, que matérialiste, que par la conscience ordinaire, on peut atteindre cet état-là. Et donc ça révolte le fils qui dit non, ça c'est vieux, c'est la vieille pensée, maintenant il faut faire comme ça, on va, voilà, ben, c'est comme dans la vie courante, hein, le père il a l'entreprise de maçonnerie, et puis il y a les enfants qui travaillent avec lui, et puis les enfants arrivent, ils disent bon, ça a changé le truc, il faut qu'on fasse ça, et le père il peut dire non, mais c'est pas, il vaut mieux rester dans la tradition, et les enfants ils passent, et voilà, ils mettent à la retraite le père et ils passent. Voilà, ben c'est la même chose avec en philosophie ou dans la vie courante. Voilà, donc on va arrêter là, et je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Si vous pensez que ça a un peu d'intérêt, ces visions mal exprimées et ces vidéos qui n'ont pas de... Voilà, qui sont pas en compétition pour l'esthétique. Mais bon, voilà, si vous pensez que ça a un peu d'intérêt, mettez des pouces, abonnez-vous, envoyez le lien à vos amis, laissez des commentaires, tout ça augmente la visibilité. Et vous pouvez aller visiter le site mécaniqueuniverselle.net où j'explique tout ça depuis 26 ans maintenant. Merci à vous, à très bientôt. 25 ans, pardon.